Il était minuit 42, un mercredi froid, à Cedar Creek, une petite ville où rien de dramatique ne se produisait vraiment, jusqu'à cette nuit-là. Les caméras de sécurité de l'hôpital communautaire Saint-Michaelis ont filmé quelque chose de si étrange, si déplacé, qu'il a fallu près de 10 secondes à l'infirmière de nuit pour assimiler ce qu'elle voyait. Un berger allemand, grand, sale, le regard perçant comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait, franchit les portes coulissantes envers des urgences, un nouveau-né serré délicatement dans ses mâchoires. Réfléchissez bien. Pas une couverture, pas un jouet, une petite fille nouveau-née vivante, qui respire et qui saigne, enveloppée dans une couverture bleue déchirée, son petit pied pendant, meurtri et tremblant. Et ce chien n'était pas n'importe quel chien errant. Le nom sur la plaque était encore accroché au collier à moitié déchiré, Unité Canine Bleeds, retraité. Personne ne savait quoi dire. Pendant 5 secondes, tous les humains présents aux urgences restèrent figés. Le seul bruit dans la pièce était le gémissement doux et rauque du bébé, et le grognement sourd et menaçant de Bleeds chaque fois que quelqu'un s'approchait trop vite ou trop près. Un chien venait de sortir un bébé de Dieu sait où, au milieu de la nuit, et ce bébé était en train de mourir. L'infirmière Emily Rudd travaillait aux urgences depuis 14 ans. Elle avait vu des blessés par balles, des accidents de voiture, et même une femme accoucher sur un parking. Mais celui-là, il me fait des cauchemars, a-t-elle confié plus tard aux enquêteurs. Bleeds déposa délicatement le bébé sur le sol froid de l'hôpital avant de s'effondrer à côté d'elle, la langue tirée, haletant. Ses pattes étaient couvertes de coupures, une de ses oreilles était à moitié manquante, et pourtant le chien restait vigilant, la tête haute, les yeux rivés sur les infirmières, les mettant au défi de tenter une bêtise. Emily s'agenouilla lentement et murmura doucement, « Tout va bien, mon garçon, on est là pour t'aider. Tu as bien fait. » Cela sembla suffire. Bleeds recula de quelques centimètres, observant chaque mouvement tandis que les médecins se précipitaient et emmenaient le bébé dans un lit de traumatologie. Dans la salle de traumatologie 3, le docteur Lena Shaw a jeté un coup d'œil et a compris que cet enfant avait vécu l'enfer. Hypothermie sévère, multiples lacérations aux bras et aux jambes, déshydratation. Ce bébé n'a pas plus de 3 jours, a-t-elle murmuré, et elle est sortie. Sa voix tremblait. Par ce temps, ils ont agi rapidement, couverture chauffante, perfusion, assistance respiratoire. Le bébé n'avait pas de nom. Pas de dossier, pas de bracelet, pas de mère ni de père pour la demander aux urgences, juste Bleeds. Et Bleeds, il arpentait la salle de traumatologie comme un soldat en patrouille, grognant après les concierges, restant immobile chaque fois que le moniteur cardiaque bipait, gémissant à chaque cri du bébé. Au bout d'1 heure, l'état du nourrisson a été stabilisé. Il était petit, calme, mais vivant. Et puis la première question qui a tout changé est arrivée, d'où venait ce chien? La sécurité a filmé. Sur l'écran, on voyait Bleeds émerger des bois derrière la voie de service de l'hôpital. Il boitait, transportait quelque chose, et ne s'arrêtait pas une seule fois ni pour les voitures, ni pour les gens, ni même pour les portes automatiques. Juste en face, comme s'il savait exactement où aller. Le shérif Thomas Granger fut appelé. Il était encore en train de boutonner sa chemise à son arrivée, les yeux embrumés mais alertes. Il jeta un coup d'œil à Bleeds et murmura, « C'est impossible. » Il s'avéra que Bleeds avait servi dans l'unité canine de Cedar Creek pendant près de 8 ans. Il avait officiellement pris sa retraite en 2016, après le décès de son maître, l'agent Ray Wallace, dans des circonstances suspectes lors d'une enquête non résolue. Le dossier indiquait que Bleeds avait été euthanasié, mais visiblement, ce n'était pas le cas. À 3h15, l'adjointe Mélanie Wallace, la fille de Ray, arriva sur le parking de l'hôpital. Elle n'avait pas vu Bleeds depuis près de 10 ans. Elle ne dit pas un mot en le voyant, s'agenouillant simplement sur le parking et murmurant, « Tu es censé être mort. » Bleeds n'aboya pas, ne remua pas la queue, se contenta de la regarder dans les yeux et de presser sa tête contre sa poitrine. Mélanie resta là, stupéfaite. S'il est de retour, c'est que quelque chose ne va pas. Elle se tourna vers le shérif. « Je veux savoir d'où vient ce bébé.
Si vous êtes aussi choqué que nous par le retour de Blitz et le bébé mystérieux, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, Héros Fort Animal, pour plus d'histoires vraies incroyables comme celle-ci. De retour à l'intérieur, le mystère s'épaissit. L'infirmière Emily remarqua quelque chose d'étrange dans la couverture qui enveloppait le bébé. Le tissu était grossier, vieux, presque cassant, et l'étiquette indiquait « Hôpital St. Michael, L néonatal ». Seul problème? C'est elle avait brûlé en 2008. C'est impossible, murmura Emily. Cette couverture ne devrait même pas exister. Mélanie et le shérif échangèrent un regard noir. Ce bébé aurait-il pu naître ailleurs dans l'hôpital? Demanda Mélanie. Ils fouillèrent les réserves de l'hôpital, les vieux plans, les archives, et c'est là qu'ils remarquèrent autre chose. Il y avait autrefois un deuxième sous-sol sous l'aile pédiatrique, aujourd'hui fermé, effacé des plans officiels. Pourquoi cacherait-il un sous-sol sous une unité pour enfants? Demanda le shérif. Personne n'avait de réponse. Mais Blitz, si. À 4h27, Blitz se mit à aboyer fort, furieux. Il courut dans le couloir, dépassant le poste des infirmières, vers le coin le plus éloigné de l'aile. Ses ongles grattaient le carrelage. Il essayait de creuser. Mélanie le suivit. Blitz, qu'est-ce qu'il y a? Aboya-t-il en direction du placard du concierge. Derrière les étagères, ils découvrirent un faux mur, poussiéreux et fragile. Blitz s'y opposa de toutes ses forces, gémissant et se grattant. Mélanie saisit un pied de biche. D'un seul coup, la cloison sèche se fendit. L'air à l'intérieur était froid et vicié, un étroit puits plongé dans l'obscurité s'étendait vers le bas. Ils découvrirent des escaliers, vieux, rouillés, inutilisés. Et autre chose, de minuscules empreintes de pas sanglantes. Personne ne sait encore jusqu'où va cette histoire. Qui a mis ce bébé là? Pourquoi Blitz était-il encore en vie? Qu'est-il vraiment arrivé à l'agent Ray Wallace? Mais nous savons une chose, Blitz est revenu d'entre les morts pour une seule raison, sauver quelqu'un dont le monde ignorait jusqu'à la disparition. Et le pire, c'est que cette petite fille n'est peut-être pas la seule. L'escalier grinçait comme dans un film d'horreur. Mélanie Wallace agrippait la rampe d'une main et sa lampe torche de l'autre. Blitz, le berger allemand mystérieusement revenu d'entre les morts, l'a précédé au trot. Il n'hésita pas, marcha comme s'il était déjà descendu. L'air était lourd, chargé de moisis, comme si la moisissure et le métal s'étaient mariés et s'étaient infectés pendant des décennies. « Je te jure, murmura-t-elle, si je trouve des rats, je suis dehors. » Sa botte heurta un objet mou au bas de l'escalier. Elle tressaillit. C'était une peluche, un vieil ours en peluche sale, sans yeux. C'est là qu'elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple entrepôt. C'était autre chose. Elle a enregistré sa caméra. Blitz la conduisit dans un long couloir au mur tapissé d'un papier peint pastel qui s'écaillait. Des silhouettes délavées de lapins et de soleils de dessins animés persistaient sous la crasse. Au bout du couloir se trouvait une porte en métal rouillé, verrouillée par un verrou. Elle n'aurait pas dû être là. Les hôpitaux ne cachent pas ce genre de porte, et les hôpitaux n'ont pas de sous-sol qui ne soit pas sur des plans. Mélanie tendit la main vers le verrou et tira fort. Le métal hurla en signe de protestation, mais céda. Elle poussa la porte. Le faisceau de sa lampe torche frappa une rangée de berceaux d'hôpital abandonnés, 6 d'entre eux alignés contre le mur tels des fantômes endormis. Chacun portait encore une étiquette de bébé accrochée sur le côté, et chaque étiquette avait été griffonnée au marqueur rouge. Blitz s'assit et gémit. De retour à l'étage, le docteur Lena Shaw examinait les résultats d'analyse du bébé lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Le groupe sanguin n'était pas enregistré dans le système, il n'était pas non répertorié, non identifiable. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Elle refit les tests. Même résultat. Puis elle vérifia le carnet de température du bébé et remarqua que les couvertures chauffantes ne faisaient pas grand-chose. La température corporelle du bébé restait basse, stable, mais anormale. « D'où viens-tu, mon cœur » demanda-t-elle doucement,
regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser sous le masque à oxygène. Il y avait quelque chose chez cet enfant, comme si elle n'avait pas sa place ici, pas seulement à l'hôpital, mais à cette époque. Mélanie était encore en train d'enregistrer lorsqu'elle entra au fond de la chambre d'enfant du sous-sol. Il y avait une autre pièce, et celle-ci avait des murs couverts de papier ou des dessins d'enfants, des dizaines. Des crayons de couleur, des crayons délavés, des éclaboussures d'aquarelle, des bonhommes allumettes, des croix rouges, un chien à un berger allemand. Elle se figea. C'était Blitz. Quelqu'un avait dessiné Blitz un dessin d'enfant avec une écriture tremblante, « Il vient la nuit quand je pleure ». La poitrine de Mélanie se serra. Quel est cet endroit? Puis elle remarqua un récipient en plastique scellé sur le sol. À l'intérieur, 3 bracelets d'identification d'hôpital, jaunis par le temps. Un nom était lisible, patiente Naro 4, femme, 2009. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé de respirer. Le bébé à l'étage n'était pas un nouveau-né. Il datait de 2009. L'appel suivant a été adressé à la police d'État, puis au FBI. En 2 heures, l'hôpital Saint-Michael était bouclé. Les combinaisons de protection sont arrivées, les médecins légistes ont afflué, et chaque couloir était rempli d'agents, d'infirmières et de personnes qui surveillaient constamment leurs patients. Mais Blitz gisait devant la salle de traumatologie, les yeux rivés sur l'incubateur. Il ne bougea pas, même lorsque les lumières s'éteignirent lors d'une vérification de l'alimentation, ni lorsque 2 agents faillirent lui marcher sur la queue. Ce chien savait. Il se souvenait de tout, et maintenant Mélanie aussi. Le shérif Granger prit Mélanie à part. En 2009, votre père est venu me voir avec une théorie, dit-il à voix basse. Il pensait que l'hôpital menait des expériences sur des nourrissons abandonnés. Il a découvert des anomalies dans leur dossier, des bébés déclarés mort-nés, mais dont les constantes postnatales avaient été enregistrées quelques jours plus tard. Vous dites qu'ils étaient vivants? Granger acquiesça. Il a remonté la piste jusqu'à un médecin, Bénédicte Héroer, directeur du service de néonatologie, qui a démissionné juste avant l'incendie qui a fermé cette aile. Mais il n'y a jamais eu d'incendie, dit Mélanie, les yeux plissés. Non. Juste d'importants dégâts causés par la fumée. Pas d'enquête officielle. Ton père a insisté pour qu'il y en ait une. 3 semaines plus tard, il est décédé. L'autopsie avait conclu que la mort de Ray Wallace était accidentelle, il avait glissé lors d'une randonnée et s'était cassé le cou. Mais Mélanie s'est toujours demandé pourquoi il portait l'uniforme, pourquoi Blitz avait été retrouvé blessé et errant à 5 km du lieu de l'accident. Maintenant, elle savait. Son père avait découvert ce qui se passait dans ce sous-sol, et quelqu'un avait veillé à ce qu'il n'en parle jamais. De retour au laboratoire, le docteur Shaw eut un autre choc. L'ADN du bébé correspondait partiellement à celui d'un autre cas. Une femme nommée Emma Langlais, déclarée morte en couche en 2009 après une overdose accidentelle pendant l'accouchement. Elle était seule, sans famille. Le bébé n'avait jamais été retrouvé. L'hôpital affirmait que le nourrisson n'avait pas survécu, mais Emma avait une sœur et elle avait porté plainte lorsque le rapport d'autopsie d'Emma ne correspondait pas à ses antécédents médicaux. Cette plainte fut enterrée, sans suite. Désormais, le docteur Shaw avait la preuve, et Blitz l'avait apportée. La presse a vite eu vent de la nouvelle. Un chien héros ressuscité, portant un bébé, était trop étrange pour être ignoré. CNN a diffusé les images de surveillance en boucle. La protection des animaux a qualifié Blitz de miracle. Les défenseurs des animaux ont envoyé des dons. La ville de Cedar Creek a atteint le sommet des tendances pour la première fois de l'histoire d'Internet. Mais Mélanie, elle, garda le silence. Elle n'était pas prête à partager ce qu'elle avait trouvé dans cette pièce pas encore. Il y avait d'autres noms sur ces étiquettes pour bébés, et un seul en était sorti vivant. Les enquêteurs ont découvert un congélateur dissimulé derrière les murs. À l'intérieur, des flacons, des échantillons de tissu, des vêtements pour bébés, certains avec des initiales, d'autres avec des numéros. Il ne s'agissait pas seulement de maltraitance infantile. C'était systématique, scientifique, clinique.
Mélanie fixait les preuves tandis que Blitz était assis à ses pieds. Elle lui gratta les oreilles. « Tu as tout vu, n'est-ce pas ?» Blitz lui lécha la main et s'appuya contre sa jambe, et c'est là qu'elle prit sa décision. Peu importe qui se cache encore. Nous allons les démasquer. Tous. Pendant ce temps, à l'étage, la petite fille ouvrit les yeux. Grand, brun foncé, concentré. Elle ne pleura pas, ne sia pas. Elle regarda Blitz à travers la vitre comme si elle le reconnaissait. Et Blitz? Blitz remua enfin la queue. Mélanie Wallace n'arrivait pas à dormir. Elle était éveillée depuis près de 36 heures, mais son esprit s'emballait comme s'il venait de se remettre à l'adrénaline. Les images de ce sous-sol secret tournaient en boucle, berceau, étiquette au marqueur rouge, dessin de Blitz et ce petit récipient en plastique étiqueté patient du Rhône 4. Elle revoyait sans cesse le visage de la petite fille, calme, immobile, trop immobile pour un nouveau-né, et la façon dont Blitz avait refusé de la quitter. Ce n'était pas un hasard. C'était personnel. À 6h42, le personnel hospitalier a emmené le bébé dans une unité de soins intensifs néonatales sécurisée, sous surveillance policière. Blitz l'a suivi, arpentant la pièce vitrée, attentif au moindre bruit dans le couloir. Quelques membres du personnel avaient protesté, ce n'est plus un chien d'assistance, ou, il n'est pas propre. Mais le docteur Shaw avait été ferme. Il lui a sauvé la vie. Il reste. Et Blitz est resté. Il n'avait pas mangé, n'avait pas dormi, mais dès que son moniteur bipa ou que ses mains tressaillirent dans le sommeil, il se redressa, l'oreille tendue, prêt. Même les infirmières commencèrent à s'adoucir. On dirait qu'il sait qu'elle n'est pas en sécurité, dit l'une d'elles doucement. Elle ne réalisait pas à quel point elle avait raison. Alors que les médias étaient obsédés par l'histoire du chien fantôme, Mélanie est retournée à la source, le garde-meuble de son défunt père. Elle n'y avait pas touché depuis des années, des cartons de dossiers poussiéreux, des radios de police, de vieux uniformes, des récompenses et ses journaux intimes. Elle en a ouvert un, marqué Saint-Michael's 2009. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites collées, des photos et des copies de dossiers médicaux. Mais ce qui retint son attention, ce fut la dernière page. S'il m'arrive quelque chose, regarde sous l'escalier. Blitz le sait, il le sait toujours. Mélanie cligna des yeux. Cette ligne à elle seule la déstabilisa. Elle feuilleta l'index. Il était là, des dossiers de patients marqués, nourrisson, EFA, chacun étiqueté avec un numéro de dossier et le nom d'un médecin. Le même nom qui revenait sans cesse, Dr Bénédicte R.O.R. En milieu de matinée, l'allée de l'hôpital était devenue une scène de crime active. Des marqueurs de preuves du FBI couvraient le sol. Des policiers locaux se postaient devant chaque cage d'escalier, mais Mélanie avait une autre cible. Elle voulait la salle des archives, l'ancienne, enfouie sous des rénovations et étiquetée comme désaffectée depuis des années. Bien que la porte ait été soudée, elle a demandé aux pompiers de l'ouvrir. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur n'était ni des murs calcinés ni des cendres. C'était de l'ordre, de la précision, des dossiers classés par année, par poids, par âge gestationnel, soigneusement rangés dans des bacs en plastique empilés comme des dossiers scolaires. Mais ce n'étaient pas des bulletins de fin d'études, c'étaient les dossiers d'enfants qui n'existaient pas officiellement. Les pages étaient glaçantes, non seulement les noms, mais aussi les graphiques, les fréquences cardiaques, les tests d'alimentation, les essais de médicaments, les dosages. Mélanie en eut le cœur brisé. Il y avait aussi des photos, petites, imprimées et agrafées à chaque rapport. Un bébé avait une cicatrice sur le front. Un autre avait des tubes dans les 2 narines, et plusieurs affichaient le même statut en bas de page, sujet terminé. Elle dut sortir pour respirer. Blitz la suivit. Il lui donna un petit coup de coude dans la main, comme il l'avait fait quand elle avait 10 ans et qu'elle s'était écorché le genou. « Je vais bien », murmura-t-elle, même si ce n'était pas le cas. Elle baissa les yeux vers lui. « Tu as essayé de lui montrer ça, n'est-ce pas ? À papa ? C'est pour ça qu'il t'a ramené ici. » Blitz ne réagit pas, s'assit simplement à côté d'elle,
regardant les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrir et se fermer au rythme de la foule matinale. Le docteur Lina Shaw a examiné une nouvelle série de résultats d'analyse. Les constantes vitales du bébé étaient à nouveau anormales. Sa tension artérielle avait augmenté de façon anormale pour son poids. Sa glycémie était anormale et, chose étrange, ses glandes surrénales étaient gonflées, signe de stress élevé. Mais elle n'avait pas pleuré une seule fois depuis sa naissance. Pas de larmes, pas de son, juste un contact visuel intense et une respiration lente. Elle a été conditionnée, murmura Lina. C'est alors qu'elle réalisa que la cicatrice dans le bas du dos du bébé ne datait pas de naissance, c'était une incision cicatrisée, et elle correspondait à une note dans l'un des dossiers clandestins que Mélanie avait récupérés. Sujet numéro Z04, ponction lombaire pour étude de réponse, âge de 4 jours. Mélanie retourna à l'hôpital plus tard dans l'après-midi avec des copies du journal de son père et les dossiers qu'elle avait découverts. Elle rencontra l'agent du FBI chargé de l'affaire, l'agent Travis Locash. Locash était un homme pragmatique, la cinquantaine, en costume repassé et le regard fixe. Il écouta sans interrompre, puis posa la main à plat sur les dossiers. « On a déjà vu ce schéma, dit-il. » Mélanie haussa un sourcil. « Que voulez-vous dire ?» Il hocha la tête d'un air sombre. Des tests cliniques clandestins dans des hôpitaux sous-financés, principalement en milieu rural. Les parents étaient soit des mères célibataires sans protection juridique, soit des patients sans papier. Ils signaient des formulaires qu'ils ne comprenaient pas, ou n'en avaient jamais eu l'occasion. Et les bébés, classés selon des protocoles expérimentaux, officieusement, interrompus discrètement ou considérés comme mort-nés. Et Bleeds ? Locke se pencha en arrière. C'est le seul témoin à s'en être sorti vivant. Cette nuit-là, alors que le bébé dormait sous surveillance, une infirmière remarqua quelque chose d'étrange. La caméra de sécurité pointée vers sa couveuse s'arrêta pendant 11 secondes. Lorsque la tétée revint, la couverture du bébé avait été ajustée. Un morceau de papier était glissé sous son bras. Dessus, griffonné à l'encre bleu pâle, OSK est toujours en vie. Couloir nord-ouest, stockage B. L'infirmière a appelé la sécurité. Bleeds s'est mis à aboyer avant même que l'alarme ne sonne. Mélanie s'est précipitée dans le couloir. Le local de rangement B était rarement utilisé, juste de vieilles bonbonnes d'oxygène, des lits à roulettes, des moniteurs oubliés. Mais, caché derrière les étagères d'une armoire en bois, un petit berceau recouvert de plastique. Bien emballé à l'intérieur se trouvait un babyphone. Il était alimenté. Mélanie alluma la radio. Un bruit se fit entendre, une respiration faible et rythmée, puis un gémissement. Son cœur se serra. Il y avait un autre enfant, toujours vivant, toujours caché. Et quelqu'un dans cet hôpital, essayait encore d'enterrer la vérité. À minuit, Bleeds était agité. Il faisait les 100 pas, grognait, reniflait l'air comme si quelque chose allait se passer. Mélanie était assise à côté de lui, regardant la petite fille dormir. « Je ne sais pas comment tu as pu te souvenir de cet endroit. Je ne sais même pas comment tu es revenu. » Elle plongea son regard dans ses yeux ambrés et fatigués. « Mais je suis contente que tu l'aies fait. » Bleeds s'appuya contre elle, le souffle court mais les yeux toujours ouverts. L'affaire était loin d'être terminée. Et ce que cet hôpital avait enterré n'avait pas encore fini de respirer. Tout a commencé avec le babyphone, cette faible respiration, un léger gémissement. Mélanie Wallace se tenait au milieu du débarras, le cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Bleeds était à côté d'elle, tendu et alerte, le nez pointé vers le mur du fond. Le son ne provenait pas du moniteur lui-même. Il était en direct. Quelqu'un, quelque part dans l'hôpital, observait ou avait observé un enfant vivant. Elle a appelé l'équipe de maintenance de l'hôpital et des agents du FBI. En quelques minutes, un technicien a localisé la fréquence du moniteur jusqu'à un amplificateur de signal dissimulé au plafond, relié à un ancien réseau de surveillance. La plupart des fils étaient hors tension, sauf un. Il passait derrière le mur. Bleeds gémit.
Il se dirigea vers le coin et se mit à gratter la cloison sèche, puis à aboyer au fort, aigu, pressant. Mélanie saisit un pied de biche. En 3 coups violents, la plaque de plâtre se fendit et une bouffée d'air froid et mort la frappa au visage. Elle recula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un passage étroit, pas plus large qu'un placard de couloir. Pas de lumière, pas de circulation d'air, juste l'obscurité et quelque chose de vieux. Ils suivirent le couloir en silence. Mélanie passa la première, Blitz resta près d'elle, presque collé à sa hanche. Derrière elle, l'agent Locke et 2 techniciens du FBI marchaient avec des lampes de poche, armes prêtes. 3 mètres plus loin, ils ont pris un virage. 5 mètres plus loin, l'odeur a changé, pourriture, moisissure et quelque chose de stérile, comme de la vieille eau de javel et du plastique. Au bout du couloir se trouvait une autre porte, métallique, avec un lecteur d'empreintes digitales à moitié encastré dans la cloison sèche. Sécurité non standard, marmonna Locke. Ne fait partie d'aucune installation agréée. Mélanie s'écarta. Pouvez-vous la forcer? Je peux faire mieux. Il fit un signe de tête à un technicien, qui sortit un outil tranchant et coupa la serrure. La porte s'ouvrit lentement en grinçant. Derrière, une pièce unique, sans fenêtre, en béton. Un lit bébé, un écran de surveillance toujours allumé, diffusant 4 images de sécurité en noir et blanc. Et sur le lit bébé, un enfant. Elle ne devait pas avoir plus de 2 ans, maigre, pâle, immobile sous une couverture thermique argentée. Ses yeux étaient ouverts, mais vides, trop immobiles. Aucun enfant ne devrait avoir cet air. Mélanie se précipita, retira sa veste et enveloppa l'enfant de chaleur. Elle est vivante, mais déshydratée. Blitz se tenait près du lit et laissa échapper un son grave et plaintif, presque un cri. La petite tourna lentement la tête et le fixa, puis cligna des yeux. Et c'est là que Mélanie a remarqué, pas de larmes, pas de bruit, comme le bébé en unité de soins intensifs néonatales. Une autre expérience, une autre survivante. Les agents fouillèrent la pièce. Ils découvrirent un mini-frigo contenant des sachets de nutriments, une poubelle remplie de seringues usagées et un bloc-notes avec des journaux quotidiens datés et signés des initiales BR. Docteur Bénédicte ROR, dit Mélanie à voix haute. Locke hocha la tête. Il est mort depuis 7 ans, du moins c'est ce qu'on nous a dit. Un technicien appuya sur la console de surveillance. Les images proviennent de l'intérieur de l'hôpital. Ce n'était pas seulement une cellule de détention. C'était un poste de contrôle. De retour à l'étage, la nouvelle se répandit rapidement. Un 2e enfant avait été retrouvé à l'hôpital. La presse en entendit à nouveau parler, mais cette fois, l'histoire devint plus sombre, plus tapageuse. Des expériences sur des humains ont-elles été menées dans un hôpital américain? Un 2e enfant a été sauvé d'une chambre secrète sous l'aile néonatale. S'agit-il du véritable laboratoire d'horreur américain? Mélanie ignora les journalistes. Elle s'assit dans le couloir avec la petite fille, désormais stable, endormie sur ses genoux. Blitz était allongé à proximité, reposé mais alerte. 2 enfants, 2 numéros de patients manquants, et selon les dossiers, il y en avait au moins 6. Le docteur Shaw rencontra Mélanie dans le couloir quelques heures plus tard. Elle tenait un fin dossier portant un sceau d'hôpital délavé. J'ai trouvé ça dans des archives numériques. C'était caché sous un code de facturation sans rapport. Elle le lui tendit. À l'intérieur, une liste de noms de code. Projet Balance, lancé en 2008. Objectif, mesurer les seuils de résilience chez les sujets néonatals exposés à un isolement extrême, à des environnements à faible stimulus et à des protocoles de développement non verbaux. Mélanie cligna des yeux. Ils essayaient de créer le silence. Le docteur Shaw hocha la tête d'un air sombre. Une survie sans émotion. Des bébés élevés sans contact, sans bruit, sans connexion. C'est une condamnation à mort psychiatrique et neurologique. Et ils ont appelé ça de la recherche, murmura Mélanie. Ce soir-là, Blitz se remit à arpenter la maison. Ni paniqué, ni angoissé,
concentré. Il se tenait près du couloir qui menait à l'escalier, d'où il était venu le soir où il avait amené le bébé. Mélanie le suivait. Il la conduisit jusqu'à l'ancienne sortie de secours, puis dans les tunnels de maintenance souterrains qui entouraient les fondations de l'hôpital. Ils passèrent devant des murs en ruine, des canalisations cassées, du matériel mis au rebut. Puis ils trouvèrent une autre porte, dissimulée cette fois derrière une pile de seaux de peinture scellée et de produits d'entretien. Il fallut 5 minutes à Mélanie et à un agent pour tout déplacer. La porte était renforcée d'acier et verrouillée avec un mécanisme à clé à l'ancienne. Pas d'électronique, pas de badge. Mélanie se tourna vers Blitz. « Où est la clé, mon garçon ?» Blitz s'immobilisa, puis se dirigea vers un coin et tapota une grille d'évacuation. Mélanie s'agenouilla. À l'intérieur, sous la grille, un porte-clés enveloppé dans un sac plastique. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant un coffre-fort, rangé après rangée de cartons de dossiers, de réfrigérateurs, de disques de sauvegarde et de preuves étiquetées. Blitz était assis dans l'embrasure de la porte. Mélanie entra. C'était tout ce que son père avait. Il a raconté dans ses journaux tout ce qu'il avait découvert et qu'il avait tenté de révéler au grand jour. Il y avait des reçus pour le pot de vin, des accords de confidentialité signés avec les initiales des membres du conseil d'administration de l'hôpital, des certificats de décès numérisés avec des horodatages modifiés, et enfin un dernier dossier intitulé « Rapport d'incident du sujet K9A ». À l'intérieur se trouvait une photo de Blitz, plus jeune, en uniforme, debout aux côtés de son père. Puis un rapport, daté de 2 jours avant la mort de Ray Wallace, le sujet K9A a été témoin du transport non autorisé d'un nourrisson vivant et a montré des signes d'attachement anormal. Le maître chien a émis un avertissement et ordonné de cesser l'enquête. Suivi, mise en scène de la mort du maître chien, unité canine étiquetée pour fin de détention. Les yeux de Mélanie brûlaient. Ils avaient tenté de le tuer aussi. Blitz posa sa tête sur son genou. À l'extérieur du coffre, l'agent Locke passait des appels. Des arrestations fédérales furent ordonnées avant minuit, membres du conseil d'administration, anciens employés, agents de sécurité, une ancienne infirmière en Arizona, un ancien technicien en Floride, un médecin en Oregon. Chacun avait approuvé des éléments du projet Valence. C'était réel, et cela allait être rendu public. À l'aube, la petite fille de la pièce secrète avait été identifiée grâce à un test ADN. Il s'agissait de Nathalie Eroer, la petite fille du docteur Bénédicte Eroer, née après sa disparition. Sa mère, une infirmière disparue en 2019, était désormais présumée morte. Nathalie avait été maintenue en vie, mais isolée au parquet et pourquoi ? La tempête médiatique a éclaté. Mais pour Mélanie, le travail n'était pas terminé. Il restait encore 2 enfants portés disparus. Et Blitz, il n'avait pas fini de chercher, car c'est ce pourquoi il avait été formé, retrouver ce qui est perdu, révéler ce qui est caché, protéger les innocents quoi qu'il arrive. L'hôpital s'était transformé en forteresse. Des agents fédéraux montaient la garde à chaque entrée. Des bandes de rubans adhésifs s'étendaient sur des ailes entières. Des carses de reportage tournaient autour du pâté de maisons telles des vautours. Des hélicoptères planaient en plein jour. Des journalistes campaient sur des chaises longues. Mais à l'intérieur, la vérité continuait à émerger, morceau par morceau. Mélanie Wallace savait que ce n'était pas fini. Il restait 2 enfants portés disparus. Blitz le savait aussi. Il refusait de se reposer, même après avoir sorti la 2e fille, Nathalie, de cette chambre secrète. Même après avoir aidé à localiser le coffre secret du projet Valence, il arpentait toujours les couloirs de l'hôpital comme un soldat attendant ses ordres. Mélanie essaya de le calmer. « Tu en as assez fait, mon garçon. » Mais Blitz ne cessait pas de chercher, car dans son esprit, il restait encore des vies à sauver. De retour aux soins intensifs néonatales, la première petite fille sauvée prenait de plus en plus de force. Le personnel lui avait donné un nom, Hope. Elle ne pleurait toujours pas, ne souriait pas, n'émettait aucun son, mais elle suivait les mouvements du regard, saisissait les doigts quand on le lui proposait,
et chaque fois que Blitz s'asseyait près de son berceau, son rythme cardiaque se stabilisait. Blitz restait allongée là, silencieuse, alerte, comme si elle gardait un lieu sacré. C'est l'officier Granger qui a dit au début, peut-être qu'elle ne pleure pas parce que Blitz a déjà pleuré pour elle. Pendant ce temps, l'agent Travis Locash et son équipe épluchaient les documents du coffre. Une tendance inquiétante se dessinait. Chaque enfant du projet Valence avait été sélectionné selon un critère, il n'y avait personne, pas de famille vivante, aucun dossier susceptible de déclencher l'alarme. La plupart étaient nés de mères décédées en couche ou peu après. Les naissances étaient réelles, les décès étaient dissimulés, mais les nourrissons, pris en catimini. Les deux sujets manquants, les sujets 5 et 0, avaient des dossiers remontant au début de 2010. Ils étaient tous deux de sexe masculin et en bonne santé à la naissance. Mais il n'y avait ni dossier de sortie, ni certificat de décès, ni transfert, seulement des trous, des espaces vides, des ratures volontaires. Mélanie contempla les dossiers jusque tard dans la nuit, les mains tremblantes. Elle se souvint d'un passage du journal de son père, une page qu'elle avait parcourue sans vraiment comprendre. Elle décrivait un système de tunnels creusés lors de la construction de l'hôpital dans les années 1950. À l'époque, Saint-Michel possédait une aile dédiée à la tuberculose, fermée après une épidémie. Ces tunnels étaient censés servir à la logistique de quarantaine, mais ils étaient fermés depuis des décennies. L'hôpital moderne avait été construit dessus. Et si Blitz avait trouvé Nathalie dans une chambre derrière un mur, peut-être que les deux autres étaient plus profondément sous terre, oubliés ou pire, pas seuls. Le lendemain matin, elle enfila son équipement, lampe de poche, radio, gants, caméra piéton. Sans attendre l'autorisation, elle suivit Blitz, et Blitz la conduisit directement à la chaufferie. L'entrée se trouvait derrière un vieux distributeur automatique. Le sol était en béton, l'air sec et chaud, mais la chaufferie avait quelque chose d'autre, une porte à panneaux secondaires, partiellement dissimulée par des tuyaux rouillés. Blitz renifla les fissures, tâta les coins. Mélanie trouva la poignée. Elle n'était pas verrouillée, juste lourde. Elle l'ouvrit. L'air vicié s'échappa, la température baissa de 10 degrés Celsius. Et puis Blitz entra, sans hésitation. Ils avançaient en silence. Le tunnel était étroit et plongé dans le noir complet. La lampe torche de Mélanie balayait les briques brisées et les toiles d'araignée, les vieux panneaux d'avertissement et les lettres décolorées. Le bruit des tuyaux résonnait doucement au-dessus d'eux. À une quinzaine de mètres de là, Blitz s'arrêta, l'oreille tendue. Il regarda à gauche, vers une grille d'acier encastrée dans le mur. Mélanie s'accroupit et la fit passer à travers. Elle haleta. À l'intérieur se trouvait une pièce, des murs en béton, un matelas, et un garçon. Il ne devait pas avoir plus de 4 ans, maigre, pâle, la peau grisâtre comme quelqu'un qui n'aurait pas vu le soleil depuis des mois, mais ses yeux étaient grands ouverts, pleins de vie, et la regardaient. « Salut, murmura-t-elle, ça va, je suis là pour t'aider. » Blitz resta à l'ouverture, les oreilles baissées, la queue immobile. Mélanie appela des renforts, puis utilisa un pied de biche pour débloquer la porte. Le métal grinça, le garçon tressaillit, mais ne cria pas, ne pleura pas, se roula en boule et fixa la porte. Mélanie s'agenouilla près de lui. « Tu es en sécurité maintenant. » Elle lui tendit la main. Il ne la prit pas, mais après un long silence, il se laissa glisser dans ses bras. Elle l'enveloppa dans une couverture thermique, les larmes coulant sur son visage. « Sujet tour 5, murmura-t-elle, il est vivant. » Tandis qu'il ramenait le garçon à la lumière du jour, Blitz marchait à ses côtés comme une ombre. Les agents affluèrent, le personnel médical emmena l'enfant à l'étage. Il était mal nourri, déshydraté, mais son état était stable. Puis les murmures recommencèrent, combien d'autres? Pourquoi ne nous a-t-on pas prévenus? Qui les a cachés toutes ces années? Plus tard dans la soirée, Mélanie était assise seule avec Blitz dans son SUV de patrouille. Un silence pesant régnait entre eux. « Tu m'as conduite jusqu'ici, dit-elle, les yeux rouges. Tu as fait ce que personne d'autre n'avait pu faire. Tu les as tous trouvés,
presque tous. Bleeds leva les yeux vers elle, haletant doucement. Elle ouvrit un dossier sur ses genoux, sujet Terrier 6, le dernier. Pas de nom, pas d'âge, juste une analyse partielle de son dossier médical, mâle, âgé d'environ 3 jours, présentant une réponse sensorielle accrue en cas de privation de lumière. Bleeds se redressa brusquement, ses oreilles se mirent à frétiller. Il se leva du siège passager et gémit en regardant par la fenêtre. Mélanie suivit son regard. Il fixait la vieille chapelle de l'autre côté de la pelouse de l'hôpital. La chapelle était fermée depuis des années, le toit était trop endommagé, et il n'y avait pas de fonds pour la réparer. Ce n'était plus qu'un bâtiment en briques abandonné, utilisé comme entrepôt. Mais Bleeds était obsédé. Il aboya une fois, bas, pressant. Mélanie prit son équipement. D'accord, dit-elle, allons-y. La chapelle était sombre, remplie de vieux bancs, de vitraux volés par la poussière et d'une chair drapée d'un drapeau américain en décomposition. Bleeds eut mal l'air, puis courut vers l'autel. Derrière, se trouvait une trappe en bois, dissimulée sous un tapis. Mélanie l'ouvrit brusquement, une échelle menait vers le bas. Elle descendit dans l'obscurité, le cœur battant. La lampe torche perçait à peine le noir absolu. Ça sentait le moisi et le cuivre. Au fond, un autre tunnel, court et étroit, puis une pièce, un enfant, un petit garçon, peut-être 5 ans, branché à de vieilles perfusions reliées à un système de batterie solaire équipé d'un équipement hospitalier. Il cligna des yeux, leva les yeux, ne parla pas, ne pleura pas, se contenta d'observer. Bleeds s'avança. Le garçon tendit la main et toucha sa fourrure. Un halètement s'échappa de ses lèvres, son premier son. Mélanie s'effondra à genoux. Elle ne dit rien, ne bougea pas, se laissant submerger par une vague de chagrin et de soulagement. Le sujet-ci était vivant et enfin libre. Au matin, les 6 enfants avaient été retrouvés. Ils avaient tous survécu à des épreuves qu'aucun enfant ne devrait endurer. Et Bleeds, lui, s'est recroquevillé devant la fenêtre de l'unité de soins intensifs néonatales et s'est enfin endormi. 10 ans plus tard, sa mission était accomplie. La presse a parlé de miracle. Les gros titres criaient, les 6 enfants retrouvés vivants sous l'hôpital. K9 Bleeds, le chien qui a ramené la vérité d'entre les morts. L'affaire horrible de Cedar Creek déclenche une répression fédérale. Mais pour Mélanie Wallace, ce n'était pas un miracle. C'était la justice, attendue depuis 10 ans. C'était un chien trahi, abandonné, oublié, qui n'a jamais cessé de se battre pour les sans-voix. Et enfin, c'était fini. L'hôpital était désormais fermé pour une durée indéterminée. Les agences fédérales et étatiques l'avaient bouclé. D'importantes actions collectives étaient déjà en cours. Des arrestations avaient eu lieu dans tous les États, anciens médecins, administrateurs, commanditaires. Le réseau de corruption derrière le projet Valence s'étendait bien au-delà de Cedar Creek. Mais ce qui comptait le plus maintenant, les 6 enfants Hope, Nathalie, les 2 garçons anonymes des tunnels et les 2 nourrissons retrouvés dans une unité de stockage plus tard dans la semaine étaient sains et saufs, vivants et en voie de guérison. Hope avait enfin pleuré, une seule fois, mais cela avait profondément ébranlé le personnel de l'usin. Nathalie avait commencé à parler des mots simples, doux, calmes, mais des mots quand même. Le garçon de la chapelle n'avait jamais lâché la fourrure de Bleeds après son arrivée. Les infirmières devaient soulever délicatement la patte de Bleeds pour insérer les perfusions. Le garçon tremblait si Bleeds s'éloignait, ne serait-ce qu'une minute. C'était Bleeds, et non la médecine, qui les rapprochait, car il avait été là, il se souvenait de leur visage, de leur douleur, de leur odeur. Il avait gardé leur secret en silence pendant des années, et maintenant, il les maintenait ensemble. 2 mois plus tard, Mélanie était assise au fond d'une audience au Congrès. Elle n'était pas en uniforme, elle ne s'est pas exprimée publiquement, elle a simplement observé les législateurs et les enquêteurs débattre de la raison pour laquelle tout cela était passé inaperçu si longtemps. La question que tout le monde se posait était, comment une telle chose a-t-elle pu se produire aux États-Unis? Mais la véritable question était plus sombre, que reste-t-il encore caché?
Blitz fut officiellement honoré lors d'une cérémonie au Capitole. Il ne portait pas d'uniforme, ne posa pas devant les photographes, il s'assit simplement à côté de Mélanie sur l'estrade, la queue légèrement remuante, la langue tirée, le regard calme. Le président lui-même serra la main de Mélanie et s'agenouilla pour caresser Blitz. « Nous te devons tous nos remerciements, dit-il. » Mais Blitz ne le regardait pas. Il observait une petite fille au premier rang, Hope. Elle applaudissait doucement, articulant le mot qu'elle avait appris le matin même, chien. Mélanie prit sa retraite du service actif plus tard cette année-là. Elle n'en fit pas tout un plat, pas de presse, pas d'annonce. Elle prit simplement Blitz, rangea les vieux dossiers de son père et acheta une petite ferme près de Cedar Creek. Un endroit calme et sûr. Et pour la première fois depuis plus de 10 ans, Blitz n'eut pas besoin de patrouiller la nuit. Il dormit paisiblement près de la cheminée. Les 6 enfants furent placés sous haute protection. Thérapeutes, travailleurs sociaux, spécialistes des traumatismes, tout était mis en œuvre pour leur offrir ce qu'ils n'avaient jamais eu, un avenir. Mélanie leur rendait visite une fois par semaine. Elle ne parlait pas beaucoup, elle restait assise dans un coin de la salle de jeu, tandis que Blitz faisait la sieste près du bac à jouets, les yeux mi-clos, sans cesser de l'observer. Et lorsqu'ils le serraient dans leurs bras, lorsqu'ils se blottissaient contre lui, Mélanie savait qu'il commençait à se sentir à nouveau humain, pas des expériences, pas des projets, juste des enfants. Des années plus tard, un journaliste posa une question à Mélanie. Croyez-vous que Blitz comprenait ce qu'il faisait? Elle sourit. Il n'a pas seulement compris. Il s'en souvenait. C'est ce qui a rendu tout cela possible. Nous autres, nous avons oublié, mais pas lui. Elle regarda Blitz par la fenêtre, allongé sur le porche. Il portait la vérité littéralement entre ses dents. On n'a jamais vraiment su comment Blitz avait survécu. Certains disaient qu'un concierge de l'hôpital l'avait aidé à s'échapper. D'autres pensaient qu'il avait fui après avoir vu Ray Wallace, son supérieur et père de Mélanie, mourir dans des circonstances suspectes. Mais la puce dans son cou était toujours active et enregistrait sa position. Au fil des ans, il revenait chaque année le même jour sur le terrain de l'hôpital, attendant, cherchant, se souvenant. Blitz est décédé 5 ans après le sauvetage. Il avait 16 ans. Mélanie l'a enterré à côté de son père. Sur la pierre tombale, elle a fait graver ces mots, « Tu t'es souvenu de ce que nous avions oublié. Tu as retrouvé ce que nous avions perdu. » Et en dessous, l'agent canin Blitz, toujours en service. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers les 6 chapitres. Ce n'était pas seulement une histoire de mystère ou d'horreur. C'était une histoire de mémoire, de loyauté, de héros silencieux qui n'abandonnent jamais, même quand tous les autres l'ont fait. Alors, à votre avis, que savent les chiens comme Blitz que nous ignorons? Si vous aviez été à leur place, auriez-vous cru un chien plutôt qu'un médecin? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires vraies, touchantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à Heroes for Animal. Nous racontons les histoires qu'ils